L'appel de la forêt. Jack London, lu par Équilivre, livre audio. « 2. La loi du bâton et de la dent. Suite. Pendant tous les jours qui suivirent et qui les rapprochaient de Dawson, Buck continua à s'interposer entre Spitz et les coupables. Mais, toujours rusé, il le faisait hors de la vue de François. Cette secrète mutinerie encourageait l'insubordination générale, à laquelle Dave et Solleck seuls échappaient. Ce n'était que querelle, lutte incessante, et François, toujours inquiet de ce terrible duel qu'il savait bien devoir se produire tôt ou tard, dut plus d'une nuit, au bruit des batailles, quitter ses couvertures de fourrure pour intervenir entre les combattants. L'occasion favorable ne se présenta pas, et ceux-ci arrivèrent à Dawson sans avoir vidé leurs différends. Ils y trouvèrent beaucoup d'hommes, et d'innombrables chiens, qui selon l'habitude travaillaient sans relâche. Tout le long du jour, les attelages infatigables sillonnaient la rue principale, et la nuit leurs clochettes tintaient encore. Ils tiraient des chargements de bois, de construction ou de bois à brûler, rapportaient les produits des mines, faisaient en un mot tous les travaux exécutés par les chevaux dans la vallée de Santa Clara. Buck, de temps à autre, rencontrait des chiens du sud, mais en général c'étaient des métis de loups et de chiens du pays. Chaque nuit, à 9 heures, à minuit, à 3 heures du matin, il faisait entendre un chant nocturne étrange et fantastique, auquel Buck était heureux de se joindre. Quand l'aurore boréale brillait, froide et calme, au firmament, que les étoiles scintillaient avec la gelée et que la terre demeurait engourdie et glacée sous son linceul de neige, ce chant morne, lugubre et modulé sur le ton mineur avait quelque chose de puissamment suggestif, évocateur d'images et de rumeurs antiques. C'était la plainte immémoriale de la vie même, avec ses terreurs et ses mystères, son éternel labeur d'enfantement et sa perpétuelle angoisse de mort, lamentation vieille comme le monde, gémissement de la terre à son berceau. Et Buck, en s'associant à cette plainte, en mêlant fraternellement sa voix aux sanglots de ses demi-fauves, Buck franchissait d'un bond le gouffre des siècles, revenait à ses aïeux, touchait à l'origine même des choses. 7 jours après son entrée à Dawson, la caravane descendait les pentes abruptes des baraques sur les bords du Yukon et repartait pour Dyea et Saltwater. Perrault emportait les dépêches plus importantes encore que les premières. La passion de la route l'avait saisi à son tour, et il voulait cette année-là battre le record des voyages. Plusieurs circonstances lui étaient favorables. Le bagage était léger, la semaine de repos avait remis les chiens en état, la voie tracée était battue par de nombreux voyageurs, et de plus, la police avait établi 2 ou 3 dépôts de provisions pour les hommes et les chiens. Ils firent dans leur première étape 60 miles, qui est une course de 60 miles, et le second jour franchirent le Yukon dans la direction de Pelly. Mais cette course rapide ne s'accomplit pas sans beaucoup de tracas et d'ennuis pour François. La révolte, insidieusement fomentée par Buck, avait détruit l'esprit de solidarité dans l'attelage, qui ne marchait plus comme un seul chien. L'encouragement sourdement donné aux rebelles les poussait à toutes sortes de méfaits. Spitz n'était plus un chef à redouter, il n'inspirait plus de respect et son autorité était discutée. Pike lui vola un soir la moitié d'un poisson et l'avala sous l'œil protecteur de Buck. Une autre nuit, Dub et Joe se battirent avec Spitz et lui firent subir le châtiment qu'ils méritaient eux-mêmes à juste titre. Billy, le pacifique, devenait presque agressif, et Buck lui-même ne montrait pas toute la magnanimité désirable. Fort de sa supériorité, il insultait ouvertement l'ennemi, qui naguère le faisait trembler, et pour tout dire, agissait un peu en bravache. Le relâchement de la discipline influait même sur les rapports des chiens entre eux. Ils se disputaient et se querellaient sans cesse. Seuls Dave et Solleck ne changeaient pas, tout en subissant le contre-coup de ces luttes perpétuelles. François avait beau jurer comme un diable en sa langue barbare, frapper du pied, s'arracher les cheveux de rage et faire constamment siffler son fouet au milieu de la meute, sitôt qu'il avait le dos tourné, le désordre recommençait.
Il appuyait Spitz de son autorité, mais Buck soutenait de ses dents le reste de l'attelage. François devinait qu'il était au fond de tout ce désordre, et Buck se savait soupçonné, mais il était trop habile pour se laisser surprendre. Il travaillait consciencieusement, car le harnais lui était devenu très cher, mais il éprouvait un bonheur plus grand encore à exciter ses camarades et à semer ainsi le désordre dans les rangs. À l'embouchure de la taquina, un soir après souper, Dub fit lever un lapin et le manqua. Aussitôt la meute entière partit en chasse. 100 mètres plus loin, 50 chiens indigènes se joignirent à la bande. Le lapin se dirigea vers la rivière et tourna dans un petit ruisseau dont il remonta rapidement la surface gelée. Il courait léger sur la neige, tandis que les chiens enfonçaient à chaque pas. La forme superbe de Buck se détachait en tête de la bande, sous la clarté pâle de la lune, mais toujours devant lui bondissait le lapin, semblable à un spectre hivernal. Ces instincts anciens, qui à des périodes fixes poussent les hommes à se rendre dans les bois et les plaines pour tuer le gibier à l'aide de boulettes de plomb, ces instincts vibraient en Buck, mais combien plus profonds. Poursuivre une bête sauvage, la tuer de ses propres dents, et plonger son museau jusqu'aux yeux dans le sang âcre et chaud, tout cela constituait pour lui une joie intense, quintessence de la vie même. À la tête de sa horde, il faisait résonner le cri de guerre du loup en s'efforçant d'atteindre la forme blanche qui fuyait devant lui au clair de lune. Mais Spitz, calculateur méthodique au plus fort même de ses ardeurs, abandonna la meute et coupa à travers une étroite bande de terrain que le ruisseau enserrait d'un long détour. Buck ne s'en aperçut pas, et lorsqu'il parvint à quelques mètres du lapin, il vit surgir une autre forme blanche, qui bondissait du haut du talus et venait lui prendre sa proie. Le lapin ne pouvait plus tourner, et quand les dents acérées lui brisèrent les reins, il poussa un cri perçant comme celui d'un humain. La meute, sur les talons de Buck, hurla de joie en entendant ce signal de mort. Seul Buck demeura muet, et sans arrêter son élan se précipita sur Spitz, épaule contre épaule, si violemment qu'ils roulèrent ensemble dans la neige pulvérisée. Spitz, se retrouvant sur les pattes aussitôt, entailla l'épaule de Buck d'un coup de dent et bondit plus loin. 2 fois ses mâchoires se refermèrent sur lui comme les ressorts d'acier d'un piège. 2 fois il recula pour reprendre son élan, et sa lèvre amaigrie se retroussait en un rictus formidable. L'heure décisive était venue. Tandis qu'ils tournaient autour l'un de l'autre, les oreilles en arrière, cherchant l'endroit vulnérable, Buck eut comme un ressouvenir d'une scène familière déjà vécue. Il en reconnaissait tous les détails, la terre et les bois tout blancs, le clair de lune et la bataille elle-même. Un calme fantastique régnait sur cette pâleur silencieuse. Rien ne remuait. Dans les airs montait toute droite l'haleine des chiens, qui, les yeux étincelants, entouraient les 2 combattants d'un cercle muet. Spitz était un adversaire expérimenté. Du Spitzberg au Canada, il avait combattu toute espèce de chien et s'en était rendu maître. Sa fureur n'était jamais aveugle, car le désir violent de mordre et de déchirer ne lui laissait pas oublier chez son ennemi une passion semblable à la sienne. Jamais il ne s'est lancé le premier et n'attaqué qu'après s'être défendu. En vain, Buck tentait de le mordre. Chaque fois que ses dents cherchaient à s'enfoncer dans le cou du chien blanc, elles rencontraient celles de Spitz. Les crocs s'entrechoquaient, les lèvres saignaient, mais Buck ne pouvait arriver à surprendre son rival. Il s'échauffa, l'enveloppa d'un tourbillon d'attaques, mais toujours Spitz ripostait d'un coup de dent et bondissait de côté. Buck fit alors mine de s'élancer à hauteur de museau de son ennemi, puis, rentrant soudain la tête, il se servit de son épaule comme d'un bélier pour en battre l'adversaire, ce qui lui valut un nouveau et terrible coup de dent, tandis que Spitz bondissait légèrement au loin. Celui-ci restait sans blessure, en face de Buck, hors d'haleine et ruisselant de sang. La bataille approchait du dénouement, et le cercle des chiens-loups en attendait l'issue pour achever le vaincu. Voyant Buck à bout de souffle, Spitz prit l'offensive, lui livra assaut sur assaut et le fit chanceler sur ses pattes. Il tomba même, et les 60 chiens se dressèrent, mais avec la rapidité de l'éclair il se releva, terrible,
et le cercle affamé dut se résigner à attendre. Buck avait de l'imagination, qualité qui peut doubler la force. Tout en combattant, sa tête travaillait. Il s'élança comme pour atteindre son ennemi à l'épaule, et rasant terre, au dernier moment, ses dents se refermèrent sur la patte droite de Spitz. On entendit les os craquer. Cependant, malgré sa blessure, le chien blanc réussit à repousser plusieurs assauts de Buck. Celui-ci alors renouvela sa tactique et broya la seconde patte de devant. Réduit à l'impuissance, Spitz s'efforçait de lutter contre sa douleur et de se tenir debout. Il voyait le cercle silencieux, aux yeux étincelants, aux langues pendantes, se refermer lentement sur lui, comme il en avait vu d'autres le faire autour de ses victimes. Aujourd'hui, il se savait perdu, irrémissiblement, car Buck était inexorable. L'assaut final était proche. Le cercle des chiens-loups se resserrait à tel point que leur haleine chaude soufflait sur les flancs des combattants. Buck les voyait derrière Spitz, et à ses côtés, les yeux fixés sur lui, prêts à bondir. Il y eut un instant d'arrêt. Chaque animal restait immobile comme une figure de pierre. Seul Spitz, frissonnant et chancelant, hurlait comme pour éloigner la mort prochaine. Puis Buck fit un bond et sauta de côté. Mais dans ce mouvement, il avait avec son épaule renversé l'ennemi. Le cercle rétréci devint un point sombre sur la neige argentée par la lune, et Spitz disparut, sous la horde affamée, tandis que Buck restait debout, contemplait la curée, bête primitive qui, ayant tué, jouissait de cette mort qu'elle avait donnée.